16 mai 1940, 5 heures du matin. Stonne, France. Le grondement du moteur diesel résonnait dans les rues étroites du village, alors que le capitaine Pierre Billotte scrutait l'obscurité depuis la tourelle de son char B1 bis baptisé Heure. À 34 ans, le fils du général Gaston-Henri Billotte commandait la première compagnie du 41e bataillon de chars de combat. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette matinée allait transformer son nom en légende. La veille, 3 escadrons de Stuka avaient ravagé Stonne. Le village avait changé de main plusieurs fois, alors que les troupes françaises tentaient désespérément d'endiguer la marée de blindés allemands fonçant vers la Manche. Les rues étaient jonchées de gravats. Des incendies brûlaient encore dans les bâtiments éventrés. Et quelque part dans cette ruine fumante, une compagnie du 8e régiment de Panzers attendait en embuscade. Les Allemands avaient ri du char B1. Cette énorme machine française de 32 tonnes leur semblait un dinosaure du passé. Trop lourde, trop lente, trop compliquée. Leurs propres Panzer III et Panzer IV, rapides et maniables, avaient balayé l'Europe en quelques semaines. La Pologne était tombée en 27 jours. La France suivrait bientôt. Mais ce matin-là, dans les ruines de Stonne, les Allemands allaient découvrir que certains dinosaures savaient mordre. Et quand le char B1 bis mordait, il déchirait le métal comme du papier. L'histoire de cette journée ne raconterait pas seulement la destruction de 13 chars allemands par un seul tank français. Elle révélerait une vérité que la propagande nazie avait soigneusement cachée. La France possédait le meilleur char du monde, et ses équipages savaient s'en servir. Les mathématiques de la bataille étaient déjà gravées dans l'acier français. 60 mm de blindage frontal, 55 mm sur les côtés, un canon de 75 mm dans la coque, un canon de 47 mm dans la tourelle, 140 impacts encaissés sans une seule pénétration, 13 Panzers détruits. C'était impossible selon toutes les lois de la guerre moderne. Pourtant, cela s'était produit. Et l'histoire commence bien avant l'aube du 16 mai, dans les bureaux d'ingénierie français des années 20, où des hommes visionnaires avaient imaginé une machine qui pourrait survivre à l'apocalypse. Le char B1 n'était pas né d'un caprice, il était né de la boue, du sang et de l'horreur de Verdun. En 1916, le général Jean-Baptiste Eugène Estienne avait compris que la guerre moderne exigeait une nouvelle arme. Pas un simple char d'assaut pour accompagner l'infanterie, non. Un char de bataille capable de percer les lignes ennemies, de détruire les fortifications, d'écraser les canons antichars et de combattre les blindés adverses. Le projet débuta en 1916, janvier 1921. Les spécifications initiales semblaient modestes. 13 tonnes maximum, 25 mm de blindage, un canon de 75 mm monté dans la coque. Mais au fil des années, le projet grandit, et grandit encore. Les ingénieurs français ne construisaient pas un char, ils construisaient une forteresse mobile. 4 compagnies furent invitées à présenter des prototypes. Renault, FCM, Delaunay-Belleville, Schneider. Chacune apportait son expertise. Le premier prototype, le numéro 101, sortit des ateliers Renault en 1929. C'était un monstre. 25 tonnes et demie, un canon de 75 mm dans la coque, une tourelle avec 2 mitrailleuses. 40 mm de blindage partout, mais les ingénieurs n'étaient pas satisfaits. En 1934, les nouveaux canons antichars français pouvaient percer 40 mm d'acier. Si les Français pouvaient le faire, les Allemands aussi. Le blindage devait être renforcé, le canon de tourelle devait être amélioré, la puissance du moteur devait augmenter. Ce qui émergea finalement en 1937 fut le char B1 bis. Bis signifiait 2 fois, une deuxième version améliorée. Et quelle amélioration! Le blindage frontal passait à 60 mm, les côtés à 55 mm. La tourelle APX-4 montait désormais un canon de 47 mm SA-35 à haute vélocité capable de percer n'importe quel blindage allemand de l'époque. Le canon de 75 mm restait dans la coque, fixé à droite du conducteur. Il ne pouvait pivoter que d'1 degré de chaque côté. Pour viser, il fallait tourner tout le char. C'était archaïque selon les standards modernes, mais ce canon pouvait tirer des obus explosifs dévastateurs et des obus perforants qui transformaient les fortifications en poussière. Le moteur, un Renault 6 cylindres dérivé d'un moteur d'avion, produisait 300 chevaux. Pas assez pour déplacer rapidement 32 tonnes de métal, mais suffisant pour avancer inexorablement. La vitesse maximale atteignait 28 km/h sur route, 21 en tout terrain. Un escargot blindé. Mais un escargot avec des dents d'acier.
L'équipage comptait 4 hommes. Le conducteur, assis à gauche à l'avant, maniait également le canon de 75 mm grâce à un système de visée hydraulique Neder. À sa droite, le chargeur alimentait le canon et les mitrailleuses. L'opérateur radio, assis plus à l'arrière, gérait les communications. Et tout en haut, dans la tourelle étroite, le commandant devait charger, viser et tirer le canon de 47 mm tout en dirigeant le char et, pour les chefs de peloton, en commandant d'autres véhicules. C'était épuisant, c'était complexe, c'était magnifiquement français. Et cela fonctionnait. Mais il y avait des problèmes. Le char B1 bis coûtait 1,5 million de francs, 5 fois le prix d'un char léger. La consommation de carburant était monstrueuse. 400 litres d'essence permettaient seulement 180 km, 6 heures d'autonomie à vitesse de croisière. Après cela, le char devait être ravitaillé ou abandonné. Les pannes mécaniques étaient fréquentes. La transmission Naeder, sophistiquée et précise, tombait régulièrement en panne. Les chenilles larges de 500 mm s'usaient rapidement. L'entretien exigeait 3 mécaniciens par char. Sans eux, le B1 bis était une cible immobile. Et puis, il y avait les radios. Les premiers modèles utilisaient uniquement le code Morse. Le rugissement du moteur couvrait les transmissions vocales quand elles devinrent disponibles. La communication entre chars était difficile. La coordination tactique encore plus. Pourtant, malgré tous ses défauts, le char B1 bis restait l'arme la plus puissante du champ de bataille européen en 1940. Les Allemands le savaient, et ils le craignaient. Lorsque la France entra en guerre en septembre 1939, l'armée ne possédait que 35 chars B1 originaux et 129 B1 bis. La production avait été tragiquement lente. 15 chars par mois en décembre 1939, 45 en mars 1940, le pic de production. Au total, 369 B1 bis furent livrés avant la défaite. Chacun portait un nom, pas un numéro, un nom. Des villes françaises, des colonies, même des vins. Champagne, Bordeaux, Provence. C'était très français de baptiser des machines de guerre comme des bouteilles de vin. Ces chars équipaient 4 bataillons de chars de combat, ou BCC. Chaque bataillon comptait 33 B1. En mai 1940, 6 BCC servaient dans 3 divisions cuirassées de réserve, les DCR. Ces divisions devaient être la réserve mobile de l'armée, capable de contre-attaquer les percées allemandes. Mais les DCR souffraient de problèmes structurels fatals. Elles manquaient de services logistiques et de réparation. L'infanterie n'était pas motorisée et ne pouvait suivre les chars. L'artillerie était insuffisante. Le soutien aérien inexistant. Les B1 bis devaient se battre seuls, sans l'appui combiné qui rendait les Panzerdivisionen si efficaces. Malgré tout, quand les chars B1 bis rencontraient les Panzers allemands, les résultats étaient spectaculaires. Le blindage français était tout simplement invulnérable aux canons allemands standards. Le Panzer II, le plus nombreux dans l'armée allemande, montait un canon de 20 mm. Ces obus rebondissaient littéralement sur le blindage du B1 bis sans laisser de traces. C'était comme jeter des cailloux contre un château. Le Panzer III, équipé d'un canon de 37 mm, avait une chance théorique de pénétrer le B1 bis, mais seulement à moins de 100 mètres, et seulement en touchant les côtés ou l'arrière. De face, le B1 bis était invincible. Même le Panzer IV, le plus lourd char allemand, avait du mal. Son canon de 75 mm à tube court tirait principalement des obus explosifs pour l'appui d'infanterie. Les obus perforants ne pouvaient vaincre le blindage français qu'à bout portant. Et s'approcher d'un B1 bis signifiait entrer dans la zone de mort de ces 2 canons. Les Allemands découvrirent rapidement qu'un seul B1 bis nécessitait une coordination complexe pour être détruit. Il fallait plusieurs Panzer IV travaillant ensemble, des canons antichars lourds positionnés habilement, ou l'intervention de l'artillerie et des Stuka. Le canon antichar le plus efficace des Allemands n'était même pas conçu pour ce rôle. Le Flak 88, le fameux canon anti-aérien de 88 mm, pouvait percer le blindage du B1 bis à distance. Mais il fallait d'abord le mettre en position, le viser, et le tirer avant que le char français ne le détruise avec son canon de 75 mm. Un incident documenté illustre parfaitement la terreur qu'inspirait le B1 bis. Un équipage de Flak 88 tira 90 obus sur un seul char français. Les 2 canons furent détruits. La tourelle fut arrachée. Et le char continua à se battre avec son canon de coque. Pour les tankistes allemands habitués à dominer le champ de bataille, affronter un char B1 bis était un cauchemar. Leurs obus rebondissaient. Le monstre français avançait lentement, mais inexorablement. Et quand il tirait, les panzers explosaient. Cette supériorité technique aurait pu changer le cours de la guerre.
mais elle fut gaspillée par une stratégie défaillante et une logistique catastrophique. Les B-1 bis étaient dispersés en petites groupes. Ils manquaient de carburant, ils tombaient en panne et ils se battaient sans l'infanterie, l'artillerie et l'aviation nécessaires pour exploiter leur victoire. Pourtant, dans quelques batailles glorieuses, les équipages français montrèrent ce que le char B-1 bis pouvait accomplir entre de bonnes mains, et aucune de ces batailles ne fut plus spectaculaire que celle de Stone. 13 mai 1940, le 19 corps blindé de Guderian traversait la Meuse à Sedan. C'était le coup de faucille de Fall-Gelb, le plan allemand pour conquérir la France. 7 divisions blindées perçaient les Ardennes, fonçant vers la Manche pour encercler les armées alliées en Belgique. Pour protéger son flanc sud, Guderian envoya la 10e division blindée et le régiment d'infanterie motorisé Grossdeutschland vers le plateau de Stone. Cette petite colline surplombait les sites de franchissement de la Meuse. Qui contrôlait Stone contrôlait la route vers Sedan. Les Français le comprenaient parfaitement. Le then général Charles Hunziger, commandant de la 2e armée française, ordonna une contre-attaque immédiate. La 3e division cuirassée de réserve, la 3e DCR, devait reprendre Stone et menacer le flanc allemand. Si elle réussissait, elle pourrait isoler les divisions blindées de Guderian et détruire le fer de lance allemand. La 3e DCR comptait 68 chars B-1 bis et 80 chars légers, Hotchkiss H-39. Le commandement allemand à Stone disposait d'environ 300 chars, principalement des Panzer II et III avec quelques Panzerkarre. Les chiffres favorisèrent les Allemands, mais ils n'avaient jamais affronté de vrais chars B-1 bis au combat. Le 15 mai au matin, la bataille commença. L'infanterie française avançait lentement, trop lentement. Les chars B-1 bis, impatients, foncèrent en avant sans soutien. À Stone, le 1er bataillon du régiment Grossdeutschland, appuyé par seulement 9 canons antichars, lutta pour tenir sa position. Puis, quelque chose de remarquable se produisit. Un peloton allemand réussit à détruire 3 chars B-1. Les équipages français, choqués, battirent en retraite vers le sud. C'était une victoire psychologique pour les Allemands. Elle encouragea leur défense obstinée. Pendant les 48 heures suivantes, le village changea de main 17 fois. 17 fois. Attaque suivie de contre-attaque. Chars français détruisant l'infanterie allemande. Stukas bombardant les positions françaises. Artillerie allemande pilonnant les blindés français immobilisés. Le régiment Grossdeutschland perdit 103 hommes tués, 442 blessés et 25 disparus en 2 jours. 50% de ces pertes totales de toute la campagne de France. La 10e division blindée perdit 25 chars. Les Français perdirent 33 chars, principalement à cause de pannes mécaniques et de manque de carburant. C'était un enfer. Les soldats allemands compareraient plus tard Stone à Verdun, le Verdun de 1940. Et au milieu de cet enfer, le 16 mai 1940, le capitaine Pierre Billot allait entrer dans la légende. 5 heures du matin. L'artillerie française martela les positions allemandes pendant 45 minutes. Dans l'obscurité qui précédait l'aube, 7 chars B-1 bis du 41e bataillon de chars de combat se préparaient à attaquer. Le capitaine Billot commandait la colonne depuis heures, son char personnel. Son conducteur, le sergent Durupt, était un homme expérimenté qui connaissait chaque bruit, chaque vibration de la machine. Le chargeur et l'opérateur radio, dont les noms se sont perdus dans l'histoire, complétaient l'équipage. Le colonel Michel Malaguti, commandant le BCC depuis son propre B-1 bis Vienne, donna l'ordre d'avancer. Les 7 chars roulèrent vers Stone à travers la fumée et les débris. Billot menait. C'était toujours le commandant qui menait. À 5h45, les canons se turent. Dans le silence soudain, on n'entendait que le grondement des moteurs diesel. Les chars français approchaient des premières maisons en ruine. Une compagnie du 8e régiment de Panzers attendait le long d'une rue jonchée de gravats. 11 Panzer III et 2 Panzerchars positionnés en colonne serrée, prêts à lancer une contre-attaque. Les équipages allemands, confiants après leur succès de la veille, ne s'attendaient à aucune résistance sérieuse. Puis Ur tourna au coin de la rue. Le temps sembla se figer. Les Allemands virent la silhouette massive du char B-1 bis émerger de la fumée. Billot vit la colonne allemande s'étendre devant lui. 13 chars piégés dans une rue étroite. C'était un tir de barrage parfait. Billot hurla ses ordres. Durupt visa avec le canon de 75 mm. Billot pivota la tourelle vers l'arrière de la colonne, alignant le canon de 47 mm. Les 2 canons tonnèrent simultanément. Le Panzer III à l'arrière de la colonne explosa. L'obus de 47 mm transperça son blindage latéral comme du carton. Le Panzerkarre en tête de colonne s'embrasa.
L'obus de 75 mm avait pulvérisé son flanc. La colonne allemande était piégée. Les chars à l'avant ne pouvaient avancer à cause des décombres. Ceux à l'arrière ne pouvaient reculer car leurs camarades bloquaient la rue. Et au milieu de ce piège mortel, Eure avançait comme une faux d'acier. Les équipages allemands paniquèrent. 11 chars ouvrirent le feu simultanément. Des obus de 37 mm et de 75 mm martelèrent le blindage français. Le bruit était assourdissant. Le métal hurlait. Des étincelles jaillissaient, là où les projectiles ricochaient. Mais aucun obus ne pénétra. Le blindage de 60 mm du B1 bis tenait. Il se déformait. Des éclats d'acier se détachaient. La peinture s'écaillait. Mais l'équipage à l'intérieur était en sécurité. Et tandis que les Allemands rechargeaient frénétiquement, Billotte et Durupt travaillaient avec une précision mortelle. Le deuxième Panzer III explosa. Puis le troisième, le quatrième. Billotte tirait avec le canon de tourelle pendant que Durupt manœuvrait le char pour aligner le canon de coque. Ils travaillaient en parfaite harmonie, charger, viser, tirer, avancer, recommencer. Les équipages allemands réalisèrent avec horreur qu'ils ne pouvaient pas arrêter ce monstre. Leurs obus rebondissaient, leurs commandants hurlaient dans les radios. Mais Eure continuait d'avancer, ses canons dévorant les panzers un par un. Le 5e char allemand brûla, puis le 6e. Les Panzer IV à distance maximale tiraient désespérément, mais ils étaient trop loin. À cette portée, leurs obus manquaient de vélocité pour percer, et les Panzer III étaient simplement sous-armés. Leurs canons de 37 mm n'avaient jamais été conçus pour affronter un tel monstre. Le 7e Panzer explosa, puis le 8e. La rue était devenue un charnier de métal tordu et de flammes. Des équipages allemands tentèrent d'abandonner leurs chars. Certains réussirent, d'autres périrent dans les explosions. Le 9e char fut détruit, puis le 10e, le 11e. Billotte méthodiquement, froidement, systématiquement détruisait la compagnie allemande. Son char avait été touché des dizaines de fois. Le blindage était bosselé, la peinture avait disparu. Mais Eure roulait toujours. Le 12e Panzer s'embrasa. Il n'en restait qu'un. Le dernier Panzer IV, réalisant que toute résistance était futile, tenta de fuir. Trop tard. L'obus de Billotte le rattrapa. Le char allemand explosa dans une boule de feu. 13 chars détruits. 13 en moins de 15 minutes. Mais Billotte n'avait pas fini. Avançant dans les ruines de Stone, Eure rencontra 2 canons anti-chars de 37 mm. Les servants allemands ouvrirent le feu bravement mais inutilement. Leurs petits obus ricochaient sur le blindage épais. Le canon de 75 mm de Durupt répondit. Les 2 canons furent réduits en miettes. À 7 heures du matin, 2 heures après le début de l'assaut, Stone était de nouveau sous contrôle français. Et Eure portait les cicatrices de son triomphe. 140 impacts. 140. Les techniciens les comptèrent plus tard avec stupéfaction. 140 obus avaient frappé ce char. Aucun n'avait pénétré. Le blindage était bosselé. Des plaques d'acier se détachaient. Les optiques étaient brisées. Les chenilles endommagées. Mais l'équipage était indemne. Pas une égratignure. C'était impossible. Selon toutes les lois de la guerre blindée, un char touché 140 fois devait être détruit. Mais le char B1 bis n'obéissait pas aux lois ordinaires. C'était une forteresse mobile qui avait prouvé sa valeur dans le feu le plus intense. L'exploit de Billotte se répandit rapidement. Dans Stone, un autre B1 bis nommé Rickweir chargeait une colonne d'infanterie allemande. Ses chenilles couvertes de sang, le char terrorisa le 64e régiment de Schützen, qui paniqua et s'enfuit complètement d'un secteur de Stone. Pour la première fois, la Wehrmacht affrontait un char qui dominait complètement ses propres blindés. Les tankistes allemands, habitués à la supériorité, découvraient la terreur d'être surclassés. Leurs rapports à l'état-major reflétèrent leur choc. « Le char français est invulnérable », écrivit un commandant de compagnie. « Nos canons anti-chars sont inefficaces. Nos panzers sont impuissants. Seuls les canons de 88 mm ou l'artillerie lourde peuvent les arrêter. » Le général Heinz Guderian, lui-même, l'architecte du Blitzkrieg, reconnut plus tard que le char B1 bis était le meilleur char sur le champ de bataille en 1940. Venant de l'homme qui avait révolutionné la guerre blindée, c'était un hommage extraordinaire. Mais l'héroïsme de Billotte et de ses camarades ne pouvait pas sauver la France. Les problèmes structurels qui handicapaient l'armée française étaient trop profonds. Les B1 bis manquaient de carburant. Les pannes mécaniques les immobilisaient. L'infanterie ne pouvait pas suivre. L'artillerie manquait de coordination et les Stukas contrôlaient le ciel. Le destin du père de Billotte illustrait tragiquement les échecs du commandement français. Le général Gaston-Henri Billotte, commandant le premier groupe d'armée, était écrit par les Britanniques comme un lâche sans espoir. Le 21 mai,
il fut mortellement blessé dans un accident de voiture lors d'une course folle de minuit pour organiser une contre-attaque. Il mourut sans voir le triomphe de son fils. À Stonne même, la bataille continua après le 16 mai. La ville changea de main encore plusieurs fois. Le 19 mai, épuisé et à court de munitions, la 3e DCR fut déployée ailleurs. Stonne tomba finalement aux mains allemandes. Mais les Allemands avaient payé un prix terrible pour ce petit village. Le coût matériel était sévère. La 10e division blindée avait perdu 25 chars. Le régiment Großdeutschland était décimé. Mais le coût psychologique était peut-être encore plus important. Les tankistes allemands avaient découvert qu'ils n'étaient pas invincibles, qu'il existait des chars qu'ils ne pouvaient vaincre, que l'armée française, malgré sa défaite imminente, possédait des armes supérieures. La bataille de Stonne devint le Verdun de 1940 dans la mémoire allemande, un enfer de maisons en ruine et de chars brûlants où les meilleurs soldats allemands avaient failli être arrêtés par une poignée de chars français. Si les B1 bis avaient été employés massivement, avec un soutien approprié, avec du carburant et des pièces de rechange, avec une infanterie motorisée et une aviation efficace, l'histoire aurait pu être différente. Mais l'histoire ne connaît pas de si. Ce qui reste, c'est l'exploit extraordinaire du capitaine Pierre Billotte. Un homme, un équipage, un char, 140 impacts encaissés, 13 panzers détruits, 2 canons anti-chars anéantis, un village repris, une légende née. Après la chute de la France, Billotte fut capturé le 12 juin 1940. Emprisonné dans l'Oflag 2D à Grossborn en Poméranie, il refusa d'accepter la défaite. En hiver 1940-1941, il réussit une évasion audacieuse vers l'Union soviétique. Là, avec 200 autres Français, il fut interné dans le camp de Michurinsk. Après l'invasion allemande de l'URSS, le 22 juin 1941, Billotte demanda à combattre dans l'armée rouge. Sa demande fut refusée. À la place, il devint représentant de la France libre à Moscou. Après plusieurs mois, il fut échangé contre des citoyens soviétiques revenus du Groenland. Il rejoignit les forces françaises libres et servit en Afrique du Nord. En 1946, il fut promu général de division et devint chef de la délégation française au comité d'état-major des Nations Unies. Plus tard, il entra en politique. Il servit comme ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer. Il fut député pendant des années. Mais rien dans sa longue carrière n'égala la gloire de cette matinée à Stonne. Son char, Heure, ne survécut pas à la guerre. Comme tant d'autres B1 bis, il fut probablement capturé par les Allemands et soit détruit, soit converti pour leur service. Les Allemands capturèrent 161 chars B1 bis au total. Ils les utilisèrent comme chars de seconde ligne sous la désignation Panzerkampfwagen B2 740 F. 60 furent convertis en lance-flammes, 16 en artillerie automotrice montant un obusier de 105 mm. Certains combattirent sur le front de l'Est. D'autres défendirent les îles anglo-normandes. Quelques tourelles furent même montées dans des bunkers du mur de l'Atlantique pour défendre contre le débarquement allié. L'ironie était amère. Les chars français qui avaient terrorisé la Wehrmacht servaient maintenant sous la croix gammée. Mais ils n'oubliaient jamais leur vraie nature. Même aux mains allemandes, les B1 bis restaient redoutables. Leur blindage épais les rendait précieux pour les missions dangereuses. Leurs canons de 75 mm restaient dévastateurs. Après la libération de Paris, en août 1944, les forces françaises libres récupérèrent plusieurs B1 bis. Des partisans français avaient même capturé des chars aux Allemands et les utilisèrent contre les troupes ennemies stationnées à Paris alors que les Alliés approchaient. Le gouvernement provisoire français créa le 13e régiment de dragons équipé de B1 bis. Cette unité combattit des poches de résistance allemandes sur la côte atlantique française. Aucun char ne fut perdu au combat. Après la guerre, le régiment fut stationné dans la zone d'occupation française en Allemagne. Il fut finalement dissous à Wittlich en avril 1946. Aujourd'hui, 11 chars B1 survivent, un B1 original et 10 B1 bis, dispersés dans des musées à travers la France et la Grande-Bretagne. Monument silencieux à un moment où l'ingénierie française avait atteint le sommet de l'excellence, mais où la stratégie française avait touché le fond du désespoir. Le char B1 bis au musée de Bovington en Angleterre porte les marquages de la Panzerabteilung 213, l'unité allemande qui servit dans les îles anglo-normandes. C'était le char numéro 114. Pendant 4 ans, il défendit ces îles contre une invasion qui ne vint jamais. Puis il fut capturé intact après la capitulation allemande.
À Stone même, un char B1 bis se dresse en monument. C'est un symbole approprié. Dans ce village martyr, les chars français écrivirent une page glorieuse d'une histoire autrement tragique. Ils prouvèrent que la France possédait les armes et les hommes pour vaincre. Ce qui manquait, c'était la stratégie et la chance. Les statistiques racontent l'histoire de ce qui aurait pu être. La France entra en guerre avec près de 4000 chars, plus que l'Allemagne. Beaucoup étaient mieux blindés et mieux armés que leurs équivalents allemands. Le char B1 bis était objectivement supérieur à n'importe quel char allemand de 1940. Mais les chars ne gagnent pas les guerres seuls. Ils nécessitent une doctrine tactique appropriée, une logistique efficace, un soutien combiné d'infanterie, d'artillerie et d'aviation, une chaîne de commandement décisive. La France manquait de tout cela. Les Panzerdivisionen allemandes, bien que techniquement inférieures, étaient organisées pour la guerre mobile. Chaque division possédait ses propres unités d'infanterie motorisée, d'artillerie, de reconnaissance et de soutien. Les chars, l'infanterie et l'artillerie travaillaient en harmonie. La Luftwaffe fournissait un soutien aérien rapproché dévastateur. Les divisions cuirassées françaises étaient des assemblages ad hoc de chars, d'infanterie non motorisée et d'artillerie insuffisante. Elles manquaient de camions de ravitaillement. Les services de réparation étaient inadéquats. La coordination était chaotique. Et le commandement hésitait à les employer de manière décisive. Le résultat fut que les magnifiques chars B1 bis se battirent par petits groupes isolés. Ils remportèrent des victoires tactiques spectaculaires comme Stone. Mais ces victoires ne pouvaient pas changer le résultat stratégique. La France tomba en 6 semaines. Les leçons de Stone furent étudiées pendant des décennies après la guerre. Les tankistes du monde entier analysèrent ce qui s'était passé dans ce petit village français. Plusieurs vérités émergèrent. Premièrement, le blindage compte. Le char B1 bis survécut à 140 impacts parce que son blindage était suffisant. Aucune quantité de vitesse ou de manœuvrabilité ne peut compenser un blindage inadéquat face à un feu ennemi intense. Deuxièmement, la puissance de feu compte. Les 2 canons du B1 bis donnaient à Billotte la flexibilité de s'engager contre plusieurs cibles simultanément. Le canon de 75 mm détruisait les fortifications et les chars légèrement blindés. Le canon de 47 mm perçait le blindage ennemi à distance. Troisièmement, l'équipage compte. Billotte et Durupt étaient des professionnels expérimentés qui connaissaient leurs chars intimement. Ils travaillaient en parfaite coordination. Sans leurs compétences, même le meilleur char du monde aurait été inefficace. Quatrièmement, la tactique compte. Billotte utilisa le terrain à son avantage. Il piégea les Allemands dans une rue étroite où ils ne pouvaient ni manœuvrer ni s'échapper. Il tira judicieusement, détruisant d'abord les chars aux extrémités de la colonne pour piéger ceux au milieu. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, la stratégie et la logistique comptent plus que la technologie. Le char B1 bis était supérieur à tous les chars allemands. Mais la France perdit quand même parce que l'Allemagne employait mieux ses chars inférieurs. Ces leçons influencèrent la conception des chars pour le reste de la guerre. Les Allemands développèrent le Tigre et la Panthère avec un blindage beaucoup plus épais. Les Soviétiques construisirent le T-34 avec un blindage incliné et un canon puissant. Les Américains produisèrent le Sherman en quantité massive, privilégiant la fiabilité et la facilité de production plutôt que la puissance brute. Mais aucun de ces chars ne captura l'imagination comme le char B1 bis. C'était le dernier des dinosaures blindés. Lent, lourd, complexe, coûteux, conçu pour une guerre de position, inadapté à la guerre mobile. Pourtant, dans les bonnes mains, absolument dévastateur. L'histoire se souvient de la défaite française de 1940. Les films montrent les colonnes de réfugiés, les panzers fonçant à travers la campagne, les Stukas hurlant dans leurs piquets, la capitulation humiliante. Mais l'histoire devrait aussi se souvenir de Stone, de Pierre Billotte et de son équipage, de Eure encaissant 140 impacts, de 13 panzers détruits, de la preuve que la France possédait les armes et les hommes pour gagner. La défaite française ne fut pas due à une infériorité technique. Elle fut due à une infériorité stratégique et organisationnelle. Les chars français étaient meilleurs, mais l'armée allemande était meilleure. Cette distinction est cruciale. Elle signifie que la défaite n'était pas inévitable. Avec une meilleure stratégie, une meilleure organisation, un meilleur commandement,
La France aurait pu vaincre. Les chars B-1 bis auraient pu être le fer de lance qui brisait le Blitzkrieg plutôt que les victimes du chaos français. Dans un univers parallèle, peut-être les choses se sont déroulées différemment. Peut-être que le commandement français a utilisé ses divisions blindées de manière décisive. Peut-être que les B-1 bis ont été ravitaillés rapidement et maintenus correctement. Peut-être que l'infanterie motorisée a suivi les chars. Peut-être que l'artillerie a coordonné ses tirs. Peut-être que la Luftwaffe a été neutralisée. Dans cet univers, Stone n'était pas une héroïque action d'arrière-garde, mais le début d'une contre-offensive victorieuse. Les B-1 bis ont brisé le flanc de Guderian. Les Panzerdivisionen ont été isolées et détruites. Le Blitzkrieg s'est arrêté net contre l'acier français. Mais ce n'est qu'un rêve. Dans notre univers, Stone fut une victoire glorieuse mais stérile. Les B-1 bis se battirent magnifiquement et perdirent quand même. 70 ans plus tard, en mai 2010, des vétérans allemands et français se réunirent à Stone. Quelques survivants très âgés de cette terrible bataille revinrent sur le champ de bataille de leur jeunesse. Ils se serrèrent la main, anciens ennemis, maintenant amis. Un ancien tankiste allemand, interrogé sur le char B-1 bis, secoua la tête avec respect. « Nous pensions que nos panzers étaient invincibles, dit-il. Puis nous avons rencontré ces monstres français. Nos obus rebondissaient, leurs obus nous détruisaient. C'était terrifiant. » Un ancien équipier d'un B-1 bis sourit tristement. « Nous avions les meilleurs chars du monde, dit-il. Mais nous avons perdu quand même. Cela vous apprend quelque chose sur la guerre. La technologie ne suffit pas. Il faut la stratégie, l'organisation, la logistique et un peu de chance. La leçon de Stone résonne encore aujourd'hui. Dans chaque conflit, des nations investissent des milliards dans des armes high-tech, chars de nouvelle génération, avions furtifs, navires de guerre futuristes. Et parfois, ces armes sont défaites par des adversaires avec un meilleur plan. La technologie est importante, mais ce n'est qu'un outil. La victoire appartient à ceux qui utilisent leurs outils le mieux. L'Allemagne, en 1940, utilisait ses chars inférieurs mieux que la France n'utilisait ses chars supérieurs. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Aujourd'hui, le char B-1 bis au monument de Stone se dresse silencieux sous la pluie et le soleil. Les touristes passent, prennent des photos, lisent la plaque commémorative. La plupart ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé ici. Comment un seul char a affronté 13 panzers et les a tous détruits. Comment le meilleur char du monde s'est battu dans la pire situation stratégique. Mais ceux qui comprennent l'histoire voient plus qu'un simple monument. Ils voient le testament d'une excellence technique, gaspillée par une incompétence stratégique. Ils voient le courage d'hommes qui se sont battus brillamment pour une cause déjà perdue. Ils voient la tragédie d'une armée qui possédait tous les outils pour la victoire, mais pas la sagesse pour les utiliser. Le capitaine Pierre Billot mourut en 1992, à l'âge de 86 ans. Il avait vécu une longue vie pleine d'accomplissements. Général, diplomate, ministre. Mais rien n'égala jamais cette matinée à Stone quand il était un jeune capitaine de 34 ans commandant un char baptisé Ur. Cette matinée où il prouva que le char B-1 bis était invincible. Cette matinée où il détruisit 13 panzers. Cette matinée où il montra au monde que la France savait se battre. Cette matinée qui devint légende. Les Allemands s'étaient moqués du char B-1 bis. Ils l'appelaient un dinosaure, une relique du passé. Trop lent, trop lourd, trop compliqué. Jusqu'à ce matin du 16 mai 1940 à Stone, jusqu'à ce qu'un seul char détruise 13 panzers en une journée. Après cela, les Allemands ne rirent plus. Après cela, ils surent. Le char B-1 bis n'était pas un dinosaure, c'était un prédateur apex. Et quand il mordait, il tuait. L'histoire se souvient des défaites, mais elle devrait aussi se souvenir des victoires, même celles remportées dans des guerres perdues. Stone fut une telle victoire. Un moment de gloire pure dans une mer de désastres. Un testament au courage français et à l'excellence de l'ingénierie française. Le char B-1 bis était le meilleur char de 1940. Les événements de Stone le prouvèrent de manière indiscutable. Que la France ait perdu la guerre ne change rien à cette vérité. Pendant quelques heures glorieuses, dans un village en ruine du nord-est de la France, l'acier français régna suprême sur le champ de bataille. Et cet acier portait un nom, Ur, commandé par le capitaine Pierre Billot. Conduit par le sergent Durupt, chargé et radiotéléphonique par deux hommes dont les noms sont perdus, mais dont le courage ne l'est pas. 140 impacts encaissés, 13 panzers détruits, une légende forgée dans le feu et l'acier.
C'était le jour où les Allemands cessèrent de rire, le jour où le dinosaure prouva qu'il savait encore rugir, le jour où le char Bear&Beast entra dans l'histoire, non pas comme une relique, mais comme le roi du champ de bataille. 16 mai 1940, Stone, France, un char, un équipage, un exploit qui résonnera à travers les âges. Les Allemands s'étaient moqués du char Bear&Beast, jusqu'à ce qu'un seul détruise 13 Panzer en une journée. Puis, ils ne rirent plus jamais.